issue is an exception in the northeastern Syria. It's a major source of water for the country. It was decided to build a strategic dam, the Tabqa Dam, with the support of GSSR in the 70s. One of the aims was to extend irrigation to an additional 100,000, but according to some sources, the extra land that was fit for agriculture reached 1 million hectares. So, I mean, this is, of course, a very strategic point for the region. So this is the map of the newly irrigated areas. We can see that on the Euphrates. Sorry, I can't show it to you. Yeah, this is the Euphrates River. So the Tabqa Dam has been hit by, Syria has been hit by a long period of drought between 2005 and 2010. The absence of an efficient water distribution infrastructure and the lack of agricultural practices adapted to arid areas have contributed, according to many authors, to the explosion of violence of the Syrian war, because probably of a very important migration from rural areas to the cities. So in addition to that, the military airport, which is close to the dam, was conquered by ISIS, but the dam was not damaged. Currently, the dam is under the control of Syrian Democratic Forces, which are mainly Kurdish. Yeah, so mass migration to urban areas, as I told you. For instance, in 1981, Aleppo had a population of less than 1 million inhabitants, but it became home to more than 3 million in 2010. And the same situation has happened in Homs, and this has created a lot of problems and social tensions, and probably has ignited or contributed to the ignition of the civil war. Now, one was a few things related to the soil degradation indicator in Syria that was computed by ICARDA in 2006. We can see that there is the problem of soil degradation is a very serious one for all the Syrian territory. And this is something that we will have, that the Syrians will have to tackle very soon, very early. The impact of conflict on agriculture is that agriculture remains a key part of the economy, but the sector still accounts for an estimated 26% of gross domestic product, and represents a critical safety net for this around 7 million people who still remain in rural areas. Just for your information, it's not on my presentation, but we have some Iraqi gentlemen who are with us in this meeting, not in this room, but in the meeting, and they were telling me that the main source of agricultural products for Iraq is Syria today. So, in spite of the war and difficulties related to that, and this is an important thing. تقريبا خلصت شوية بس. So there is a problem, a very serious problem concerning oil industry that has been totally uncontrolled, and that has been a major problem for the environment in these areas during the civil war. Okay, last slide. The last slide. This is the problem of the location of unexploded ordnance on the Syrian territory, which means that wherever you step, you have a problem. You might have a mine or something like that, which is, of course, a very big danger for all the populations. So you have pollution with oil, you have
these unexploded ordnance, etc. And you have also the populations who are under, probably more than 90% of the Syrians live below the level of poverty. So I think this is my presentation. I could have said a lot more, but I mean, you've had enough, and I thank you for your attention. شكرا سيد خوري رفيق خوري على العرض الرائع وعلى عرض كمان تطور حيازة الأراضي من المنظور السوري على مدار السنوات. وأعتقد هيكون عندنا يمكن وقت في وقت الأسئلة إن حضرتك كمان لو في أي نقاط لم يتم التعرض ليها حضرتك كمان، لأن أعتقد نقطة مهمة جدا حضرتك قلتها فيما يخص الأمن الغذائي وللعراق لدولة أخرى معتمدة على أمنها الغذائي بيعتمد بشكل كبير على دولة سوريا. بشكر حضرتك جدا وتفضل. تفضل. شكرا جزيلا. هنتقل لدكتور فواز وحابين نسمع من حضرتك برضو نفس التجربة من منظور الأردن والأراضي وحيازات الأراضي وكمان القبائل. نعم. وتأثير هذا على من منظور كمان الأمن الغذائي وندرة المياه. وحابين نسمع من حضرتك كمان القبائل في الأردن لما بتختار مناطق معينة أو أراضي معينة للسكن والعيشة بتبقى إيه أهم النقاط اللي بتميز هذه الأراضي. اتفضل يا دكتور. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن العرض التقديمي للأردن؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر طبعا المملكة المغربية على حسن الضيافة ونشكر الحضور الكرام. طبعا الموضوع اللي أنا راح أحكي فيه تجربة الأردن فيه مميزة يعني، وهلا راح تشوفوا شو السبب. الموضوع بالبداية معقد وخطير يعني لعدة أسباب. معقد لأنه دائما بيعمل مشاكل مجتمعية سواء بين أفراد القبيلة فيما بينهم أو سواء ما بين القبيلة والدولة. عشان هيك دائما هذا الموضوع بيعمل صداع للحكومة وبيعمل مشاكل، وللآن هاي المشكلة ما انحلت بشكل نهائي. هلا ليش كمان معقد؟ بسبب النزاعات القانونية. يعني احنا معروف بالقانون في عندنا شيء اسمه القانون الخاص والقانون العام. القانون الخاص اللي بينظم المشاكل والنزاعات فيما بين الأفراد فيما بينهم، بينما القانون العام هو اللي بينظم مشاكل بين الدولة والمواطنين. فموضوع زي هذا الموضوع هل هو يمكن نطبق عليه قانون عام أم قانون خاص؟ فهلا إن شاء الله بالبرزنتيشن اللي بدنا نعمله اليوم نحاول إنه نشوف شو الإجراءات والحلول اللي ممكن إحنا نستخدمها لحل هاي المشكلة. وطبعا الموضوع طويل كثير يعني، فأنا حاولت أختصر فيه قدر الإمكان واختصرت أكثر من مرة عشان أوصل لهاي السلايدات الموجودة عندنا. هلا شو خلينا نحكي بداية هيك تعريف بالأردن هيك بسرعة وبعدين ندخل بالموضوع. طبعا الأردن معروفة موجودة في قلب الوطن العربي، وهي نظام ملكي ويحكمها دستور وقوانين عصرية. جغرافيا تبلغ مساحة الأردن تقريبا 89,000 كيلو، تحيط بها 5 دول: السعودية، سوريا، العراق والأراضي الفلسطينية، ويشترك مع الدولة المصرية بحدود مائية. ويمثل ميناء العقبة المنفذ الوحيد كميناء بري. ويقسم الأردن إلى 12 محافظة، العمان هي العاصمة، ويمتد من الشمال إلى الجنوب باقي المحافظات. ويبلغ عدد سكان الأردن في حتى عام 2023 حوالي 11 مليون. طبعا الكل بيعرف يعني أهمية الأرض بالنسبة للإنسان، وهذه الأهمية هي اللي سببت هاي النزاعات والصراعات، لأن الأرض حياة الإنسان وإلها قيمة ويعتاش منها ويستفيد منها وحياته مرتبطة فيها. بالبداية كمان لازم نعرف على بعض المصطلحات على أساس إحنا نفهم الموضوع اللي بنحكي فيه. العقار طبعا الكل بيعرف شو المقصود في العقار. التخصيص يعني الدولة لما تلجأ إنه تسمح لإحدى الوزارات أو الهيئات باستعمال الأرض، ما بنقول بيع، بنقول تخصيص، لأن أراضي الدولة معروف إنها ليست للبيع. فإحنا عندنا شيء اسمه التخصيص والتفويض، والتفويض برضه نقل ملكية بس لا يطلق عليه بيع. أما أملاك الدولة المقصود فيها هي الأموال غير المنقولة مسجلة باسم الخزينة. يعني أملاك الدولة
هي التي تكون مسجلة. الأرض غير المسجلة لا يمكن اعتبارها أرض دولة إلا لما يتم تسجيلها. وهي من أحد الأسباب اللي عاملة مشكلة. يعني في كثير من الناس بفكر إنه الأرض إذا ما لها تسجيل تعتبر ملك دولة. لا، الأصل إنه يتم عمل اللي هي بنسميها تسوية. أظن هم أنتم عندكم بالمغرب بيقولوا التحفيظ العقاري، إحنا بنقول التسوية العقارية. التسوية اللي هي إعلان تسوية عشان إنه يبلشوا بإجراءات تسجيل الأراضي، سواء إذا المواطن له حق فيها بتسجل باسم المواطن، المواطن ما له حق فيها بتسجل باسم الدولة. في عندنا شيء اسمه كمان الأراضي الحرجية، والتي هي مسجلة حراج. في عند إجراءات التسوية إذا كانت الأراضي فيها غابات تسجل حراج من البداية ولا تسجل باسم المواطنين. وفي نوعين من الحراج، حراج حكومي وحراج خاص. وفي عندنا شيء اسمه أراضي المراعي التي تستخدم للرعي. هلا في كان احنا كنا نطبق القانون الأراضي العثماني. للعلم قانون الأراضي العثماني صادر سنة 1856، ظل مطبق في الأردن لغاية 2019. في 2019 تم إلغاء هذا القانون. بالقانون الأراضي العثماني كان عندنا مصطلحين موجودين بالقانون الأراضي العثماني، وهذا المصطلحين الآن غير موجودات، اللي هو ما يسمى الأراضي الأميرية، وهي حسب تعريف قانون الأراضي العثماني. هاي الأراضي الأميرية هي التي الأراضي كانت تعود رقبتها لبيت المال حال كون التصرف بها يعطى لمدة غير محدودة. يعني ليش سميت أميرية؟ كان الأمير أو الحاكم في ذلك الوقت بإمكانه يعطي أرض لأي مواطن مقابل خدمة معينة، وهاي تعطى له لمدة غير محدودة. فكانت هاي هي الأراضي الأميرية. أما الأراضي المحلولات فهي الأراضي الخالية أيام العهد العثماني بعد وفاة أصحابها بدون وجود ورثة، تحل هذه الأراضي وتعود ملكيتها للدولة. فهذا الحكي لم يعد موجود يعني. فهاي من أيام الأراضي العثماني. حق التملك طبعا معروف شو المقصود في حق التملك، اللي هي حق تملك العقارات، ويعطي المالك 3 سلطات: حق التصرف، حق الاستعمال، وحق المنفعة. الحماية القانونية للأملاك الدولة طبعا يعني زي أغلب الدول. نبدأ بالدستور. الدستور نص على حماية هذه الملكية، موجودة من ضمن القوانين، ولا يجوز أن يستملك كما يعلم الجميع أي ملك أي إنسان إلا لغاية المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. هاي سلطات المالك الثلاث حكيناها. هلا بشكل عام لازم نعرف احنا شو يعني كيف ممكن الواحد يتملك أراضي، شو هي أسباب تملك الأراضي معروفة. هاي هي الأسباب اللي القانون محددها: البيع الرضائي، البيع الجبري اللي هي عن طريق المحاكم تنفيذ الأحكام، بالميراث أو بالوصية، بالاستملاك لأغراض النفع العام، تفويض أراضي الدولة، الشفعة وحق القرار، التقادم. التقادم كان زمان سبب من أسباب الملكية، الآن لا يوجد تقادم. زمان إذا واحد قعد في أرض مدة معينة 10 أو 15 سنة وأحياها تصبح له. أما الآن لو يقعد 100 سنة خلاص ما في، هاي لا تثبت ملكية تقادم. أنواع الملكية. الملكية لها أنواع، يعني تكون ملكية خاصة أو ملكية للدولة أو ملكية مفتوحة أو ملكية مشتركة. ملكية خاصة هي ملكية الأفراد. الملكية العامة هي تعود للدولة، وللدولة حق التصرف فيها، وحدد القانون طرق التصرف وآلية التصرف. الملكية المفتوحة هي تكون عادة ملكية للدولة، بس لا ممكن الجميع يستعملها، ما بتكون مخصصة لجهة معينة أو شخص معين. أما الملكية المشتركة فهي كمان النوعين. الملكية المشتركة إنه ممكن يكون عندك قطعة أرض وعند فيها إلها ملاك 30 أو 40 واحد، أو إذا بتسمعوا عن الموضوع المباني ويتم تخصيص بعض الأجزاء المشتركة لخدمة هاي المباني، فتكون هون برضه ملكية مشتركة أو جماعية. 4 دقائق دكتور فواز. نخش في الموضوع. يلا احنا بنحكي بالقوانين بس عشان تفهموا المشكلة، أنا بديش أخش فيها من البداية. خصائص الأراضي القبلية. يعني إيش هاي الأراضي القبلية؟ إيش لها الخصائص اللي تميزها عن غيرها؟ اللي هي ملكية مشتركة، يعني ما بتكون باسم شخص معين، تكون باسم القبيلة. استخدام تقليدي، يتم استخدامها من قبل القبيلة الاستخدامات التقليدية: رعي، زراعة. التعاون المجتمعي، إنه أغلب القبيلة متعاونين في إدارتها وزراعتها وتنميتها، وإنها ترتبط بالتراث الثقافي للقبيلة معينة من القبائل. على شو التحديات اللي كانت تواجه لا تزال كانت تواجه ولا تزال تواجه الأراضي القبلية، اللي هي الاستعمار وما خلفه من مشاكل بالحدود الجغرافية وتوزيعات الأراضي بين القبائل.
بالإضافة للتحضر صارت طبعا الأيام بالفترة السابقة كان القبائل تنتقل من منطقة إلى منطقة، والآن صار التحضر يقيموا، صار بدهم أراضي وصار بدك تسجلهم ملكيات. بالإضافة للتغييرات البيئية، التصحر ومشاكل المياه، وصار في تنقلات بين القبائل من منطقة لمنطقة، بالإضافة للصراعات على الأرض. طبعا القانون المشكلة اللي نحكي فيها لها بعدين، بعد محلي وبعد دولي. البعد الدولي هي الاتفاقيات الدولية اللي بتعترف بملكية أصحاب الأرض. يعني الأراضي القبلية ممكن كمان نعتبرها كمان مشكلة نفسها، مشكلة أصحاب الأرض الأصليين، وهي الأراضي القبلية يعتبروا أصحاب أراضي أصليين ويطالبوا بأملاكهم أراضيهم. وفي الاتفاقية رقم 109 شأن الشعوب، إذا بتحبوا بس عشان الوقت، أثبتت وأقرت حق هذه القبائل في ملكية أراضيها اللي كانت تعيش فيها وتستوطن فيها. هلا بالنسبة للأردن، احنا ما في شيء بالقانون معرف شيء ما يسمى بالأراضي القبلية، ما في لها تعريف. بس احنا المشكلة في الأردن عندنا نوعين من المشكلة، في شيء اسمه واجهات عشائرية، في شيء اسمه مقاسم عشائرية، وللأسف الكل بخلط فيها، حتى القانونيين عندنا بخلطوا فيها، ما بفرقوا بين الواجهات العشائرية والمقاسم العشائرية. الواجهات العشائرية هي مناطق تم تخصيصها خارج حدود القبيلة لغايات الرعي والاستعمال، لأنه كان في السابق يصير مشاكل بين القبائل وحروب بسبب الرعي والاستخدام، فإجت الدولة حددت واجهات عشائرية إنه هذه المناطق تستخدم للقبيلة الفلانية، هذه المنطقة تستخدم للقبيلة الفلانية لفض النزاعات، كل واحد يرعى ويستعمل الأراضي، فهي لا تعتبر تسجيل ملكية أو إنه الدولة أقرت ملكيتها لهذه القبائل، مجرد استعمال. المقاسم العشائرية هاي معترف فيها بالقانون السابق، اللي هي داخل حدود القبيلة، كان يتم من قبل الدولة تسجيل هذه الأراضي داخل حدود القبيلة باسم القبيلة، فهي هاي المقاسم العشائرية وكان معترف فيها قانونا. ملحق علي تبع الترجمة ولا لا مش عارف. بدي أحاول أحكي شوي شوي. هلا شو السبب إنه المشكلة رجعت من أول جديد؟ يعني هاي كل فترة المشكلة بتثار من أول جديد. أسباب وجود الطفرة العقارية وحاجة الإنسان للأرض والتحضر وغلاء الأسعار وغلاء الأراضي وحاجة المواطنين لهذه العقارات. وبعدين مشكلة التعدي على أملاك الدولة، وإنه لازم يكون فيها لها تنظيم معين. هلا il y a deux points de vue. Les membres des tribus. Nous avons des terres pour l'utilité publique, pour effectuer ou bien faire des projets, donc des zones tribales. فالقانون السابق كان يسمح بخصوص المقاسم العشائرية، قلت له انه كان موضوعها قانوني، كان القانون السابق إدارة أملاك الدولة يسمح لأهل القبيلة انه يستعملوا الأرض، مش يعتدوا عليها، يستعملوها لفترة معينة، وبعد فترة معينة يقوم بتسجيل هذه العقارات لهم. للأسف صارت malheureusement il y a des exploitations, beaucoup d'exploitations. Ça a fini donc ce qu'on appelle les domaines tribaux. 2004, 2007, il y avait des demandes par ces tribus. Ce n'est pas une propriété, mais c'est un usage. Une convention faite par l'État. Il y avait des problèmes concernant ces terres et des conventions jusqu'à avoir résolu des différends. Les solutions et recommandations, on va voir, à savoir le renforcement des droits des tribus et des communautés dans la propriété des terres, et aussi l'enseignement et la formation, l'amendement des législations, parce que beaucoup de problèmes sont causés par les législations parce qu'elles ne sont pas adaptées à la conjoncture actuelle, mais aussi fournir des opportunités de travail pour les populations locales.
c'est juste un effort consenti de ma part. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Feuat. Je crois que les tribus existent dans tous les pays arabes. On peut tirer des leçons de l'expérience de votre excellence. Donc, on va attendre s'il y a des commentaires des participants ou bien des questions. J'aimerais passer à Dr. Ilina. Elle est experte en eau et en hydrographie. Il y a un problème hydrique au niveau des pays arabes et aussi les changements, l'impact des changements climatiques sur la part de l'individu des eaux de surface et aussi même des précipitations. Et aussi on cherche des alternatives pour combler les lacunes dans le cycle des ressources hydriques. À vous la parole, madame, vous avez 10 minutes. Nous serons tout oui pour entendre vos propos. Nous sommes attentifs à vos propos. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour cette opportunité qui m'a été offerte pour représenter le projet que je pilote, qui est financé par FEMA Fondation. Les résultats qu'un représentant pour la fédération dans l'université de Florence. En fait, faisant cette présentation, démontrant autres projets qui ont été financés en 2021, parce qu'il y a une ligne commune pour ce projet, et c'est l'usage des zones non conventionnelles. Ces 3 projets sont Aquamed, Agrimat et Agrimat. Comme la ligne commune, c'est les zones non conventionnelles. Quelles sont les zones non conventionnelles? C'est un terme générique. C'est les eaux de différentes sources avec de différentes qualités et peuvent être les résultats de certains processus de traitement ou bien traités avant l'usage ou bien ils proviennent de la collection des précipitations ou bien on trouve des exemples, les eaux dessalinées et aussi les eaux des eaux usées. Brièvement, on parle de Aquamed. Je suis le leader de cette initiative pour renforcer les eaux, la gestion des eaux non conventionnelles pour la gouvernance innovative pour la résilience du climat dans des zones qui souffrent de stress hydrique. Donc, comme vous voyez, nous avons des partenariats des sud de la Méditerranée et du nord de la Méditerranée. Donc, nous avons l'Italie, l'Espagne, la Tunisie, la Grèce et l'Italie. Donc, Aquamed, certaines technologies en démosaïque ou bien des laboratoires pour différents laboratoires. Ces laboratoires ont été construits en Italie, le deuxième en Espagne, en Tunisie, en Algérie, c'est un travers entre les deux frontières.
et ensuite en Égypte, Wadi Nagamis. Donc ensuite, pour la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, on a développé des sites de démonstration. Donc nous appliquons le projet en Portugal, Chypre, l'Espagne et la Tunisie. Pour rentrer dans les détails, je peux vous donner les techniques que nous utilisons. Donc, en Italie, à Val d'Orcia, nous avons le problème pour les vignes, pour la culture divine. Donc, ils ont commencé à utiliser une irrigation supplémentaire et le problème était les sources d'eau. Donc, ils ont commencé à utiliser les petits réserves d'agriculture qui, dans certains cas, étaient préexistants et dans certains cas, ils ont dû créer de nouveaux réservoirs. Et l'avantage, c'est de pouvoir les remplir quand il faut, mais un autre problème est la réduction d'eau à cause de sédimentation. Donc, des modèles hydrologiques ont été développés dans ces régions. En Espagne, au niveau du bassin de Segura River, donc c'est de l'eau qui provient d'un scène de traitement et dessalement d'eau de mer. En Tunisie, en Algérie, nous avons des structures d'eau qui sont utilisées et qui font suite à la collecte d'eau des pluies, et ceci est géré à travers des recharges aquifères et sont également proviennent de systèmes de dessalement d'eau de mer. Pour ce qui est des autres, je ne vais pas trop rentrer dans les détails car on n'a pas assez de temps, mais nous avons Agrimark qui a été testé dans 4 pays différents, le Portugal, l'Espagne, Chypre et la Tunisie, et ont réalisé une cartographie de faisabilité au niveau régional. Et ensuite, à des échelles plus faibles, ces modèles ont été validés avec les données disponibles. Donc, Agrimark, et surtout par rapport à l'utilisation des techniques de la recherche, la mise en œuvre des techniques de recherche de Agrimark. Ensuite, nous avons testé Agrimed en Jordanie. Donc, on a essayé de voir la possibilité d'utilisation de produits mix pour combattre la dégradation des cratères. Au Maroc, c'est plus en relation avec l'eau, une irrigation efficiente, de nouvelles sources d'eau, l'évaluation de la qualité de l'eau, qui est très importante. Ensuite, en Tunisie, nous avons expérimenté les équipements pour tout ce qui est de la conservation de l'eau. Donc, le point commun, c'était une approche participative pour les 3 projets. L'implication de toutes les parties prenantes a été appliquée dès le début. Donc, il y avait des réunions avec les parties prenantes pour utiliser un concept de co-conception pour définir les choix à venir et les choix à tester. Donc, nous avons vu l'exemple d'Italie en particulier. Nous avons eu 4 différentes réunions avec les parties prenantes, mais ça n'était pas uniquement ces 4 fois, car il y a eu un contact continu avec les parties prenantes, avec des représentants du secteur privé et du secteur public. Nous avons fait la même chose pour Agrimark, pour les sites de démonstration régionaux. Donc, c'est une approche multi-acteurs pour l'engagement de toutes les parties prenantes. Et pour Agrimed, nous avons fait des activités de renforcement de capacité, de formation, et
des ateliers de travail au niveau des sites de démonstration. Donc ce que nous voulons mentionner, ce que nous voulons démontrer, c'est que 2 des 3 projets ont dû faire face au même problème lors de la phase de développement et nous avons des conclusions très similaires. Donc le premier point est l'engagement des parties prenantes. Donc c'est un projet qu'on applique à la recherche bien sûr et centré sur les besoins des parties prenantes. Donc l'approche qui doit être utilisée ne doit pas être une approche de haut vers le bas, mais de bas vers le haut. Nous devons engager ou chercher l'engagement des parties prenantes, non pas le premier jour de la mise en œuvre de projet, mais le premier jour de la conception du projet. Nous pensons que ceci est la seule façon d'avoir un réseau pour les utilisateurs à venir. Ensuite, nous avons un deuxième point, la technologie. La technologie est utilisée et présente, rien ne doit être inventé. Donc le problème est l'application de cette technologie. Donc nous devons former, nous devons impliquer les agriculteurs, nous devons savoir que les agriculteurs utilisent la technologie, on doit leur faire confiance. Et eux, ils doivent faire confiance à la technologie, car très souvent, les agriculteurs ne sont pas très technologiques. Donc nous devons utiliser de l'eau non conventionnelle car l'eau est très rare et nous allons avoir de moins en moins d'eau dans un avenir proche. Donc nous devons utiliser d'autres ressources d'eau et nous devons également prendre en considération l'aspect socio-économique car personne ne sera impliqué quand le projet sera terminé si on ne fait pas ceci. Donc il faut utiliser une combinaison d'aquifères, recharge et des sources d'eau non conventionnelles. Donc si vous attendez les chutes de pluie, les précipitations pour recharger les tanks aquifères, ça va être trop tard. Donc il faut trouver des solutions non conventionnelles, des sources d'eau non conventionnelles. Donc le dernier point, nous devons apprécier la possibilité d'avoir un réseau parmi tous ces projets, car nous pensons que travailler ensemble est la meilleure solution, car nous sommes en train de travailler sur un sujet commun. Le partage d'expérience est fondamental. On ne doit pas recommencer à zéro à chaque fois. Donc les mois à venir, avant la fin de l'année, nous devons mener des actions conjointes. La prochaine sera à AGU et merci pour votre attention. Donc merci Dr Elena. Bien sûr, les sources non conventionnelles d'eau sont nous devons vraiment augmenter les niveaux de recherche dans ce domaine. Et deux mots ont été mentionnés. Il faut qu'il y ait une concertation et l'engagement de toutes les parties prenantes avant le début du projet et également lors de la préparation du projet. Et deuxième mot, c'est afin d'avoir une réussite, il faut bâtir cette confiance. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, je vais passer à Dr Hassan. Dr Hassan représente l'Université de Berlin, expert dans la planification urbaine. Vous êtes égyptien, vous allez nous parler de votre expérience dans différents pays arabes.
Donc nous allons avoir la présentation dans 1 minute. Donc si vous pouvez nous parler des différents de l'agriculture urbaine. De l'agriculture urbaine à l'intérieur des villes. Donc, si vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Donc, je vais parler en arabe. Donc aujourd'hui, je vais parler de différents projets sur lesquels nous avons travaillé, que ce soit à travers le Centre arabe pour le développement des villes, qui utilise une approche participative, et le deuxième projet qui est également un projet qui est utilisé dans des espaces verts vides dans chaque ville. Donc, dans le monde arabe, ils utilisent le mot public space, espace public, alors que dans le Mashriq, ils utilisent le mot vide. Mais en réalité, ça veut dire la même chose, ça veut dire espace public. Donc, nous pouvons avoir une relation entre la terre et l'espace public. 12. Voilà. Donc, le résultat des guerres, le résultat nous donne une nécessité de rendre nos espaces plus verts. Donc, la priorité et de trouver des espaces verts, mais il y a un très grand coût pour la verdure. Donc, tout vide, tout projet a besoin d'espaces verts. Et ceci est la base de la discussion que nous avons maintenant. Donc, nous parlons de la propriété de ce foncier, à qui appartient ce foncier. Et quels sont les besoins de développement par rapport à l'espace où nous travaillons, et il faut également voir quels sont les besoins de la société. Donc pour ce qui est de la gestion du foncier, mais également des espaces publics verts. Donc cet espace public, cet espace vert peut jouer un rôle très important pour notre sécurité alimentaire et également pour les changements climatiques dans les villes arabes. Donc si nous commençons par les espaces publics, il y a deux types d'espaces publics. Il y a l'infrastructure verte, mais il y a également l'agriculture urbaine. Green urban farming, c'est-à-dire agriculture urbaine. Et ensuite les espaces verts. Ceci nous permet d'avoir des villes vertes et nous avons besoin d'une bonne gestion donc pour la gouvernance de ces espaces verts, nous devons voir quelles sont les différentes parties prenantes. Ceci est très important, mais
il y a une peur de coopération avec le secteur privé. حكومية ان القطاع الخاص يقدر ان هو يستغل الفراغ العام من غير ما يدي سماحية لعامة الشعب ان هو يستفيد. دي طبعا تحدي كبير. طيب c'est un grand défi. Si on parle du rôle de l'espace public, c'est fournir l'alimentation et de gérer les phénomènes climatiques. Les canicules au niveau des villes, certaines villes arabes, donc les espaces verts contribuent à baisser la température et à améliorer la qualité de l'air, et aussi les arbres absorbent le CO2. Je vais vous montrer quelque chose vitement. Donc l'agriculture ou bien l'agriculture au niveau des toits, des toitures, des espaces vides au niveau des zones urbaines, et les créations de la verdure au niveau des espaces résidentiels, notamment les jardins et les toitures. Il y a des initiatives au niveau des pays arabes, donc les pays du Conseil de coopération du Golfe, malgré les conditions climatiques si difficiles, pour améliorer la qualité de vie. À Dubaï, par exemple, donc on parle de l'agriculture urbaine pour les interventions au niveau de la ville, comme Riyad, ou bien au Caire, le jardin Al-Azhar, ou bien le parc d'Al-Azhar, qui est très vaste au niveau de la ville, et à Doha, des parcs au niveau du quartier, Doha, à Oman, nous avons le parc de la banque Al-Iskan, donc le logement. Des interventions au niveau des quartiers avec la coopération du banque, c'est chargé de financement, il a un rôle de maintenance. La création de la verdure de manière participative doit répondre à certaines réglementations. C'est la participation de tout le monde et l'intervention stratégique, aussi les interventions au niveau local. Donc ces exemples, cette entrée nous mène à traiter chaque cas séparément et de manière qui répond à un critère de spécificité de chaque cas. C'est la relation de l'alimentation et de l'espace public. Si on parle de différents niveaux de développement, ou bien des différentes parties de développement social, l'amélioration du climat, et le renforcement des liens entre les populations, les habitants et les voisins, l'idée de travailler avec les employés ou bien des personnes vulnérables ou marginalisées, les femmes, les jeunes, dans certains cas, les réfugiés, bien des immigrés. Donc ça dépend essentiellement de l'idée d'intégrer toutes les populations cibles. Donc je donne des exemples à travers le projet de l'Institut arabe.
villes, la politique de la ville, nous avons l'innovation urbaine, la création des espaces verts au niveau des quartiers. C'est un projet qui s'étale sur 4 ans. C'est une activité parmi des différentes activités de l'Institut. Les interventions à travers ce projet, nous commençons à voir et à constater les lacunes, là où on doit axer nos efforts pour savoir les gérer. Donc il y en a beaucoup au niveau du monde arabe parce que c'est la base des déserts. Donc de l'autre côté, c'est la vision dans les espaces verts et la participation faible des employés et les décideurs. Ce sont des exemples de l'expansion urbaine en Caire. Il y a une surpopulation et il y a beaucoup de monde. Et il y a des disparités entre des différentes classes et aussi des projets de logement dans des zones de manière aléatoire. À travers le projet, l'idée c'est que on travaille au niveau du quartier. Donc, c'est une zone résidentielle, soi-disant un niveau d'intervention. Donc, nous avons 2 niveaux d'intervention. Tout d'abord, nous devons dédier un espace vert et ensuite avoir de petites interventions qu'on appelle des interventions tactiques. Les pays que nous avons choisis sont la Tunisie, la ville, Tunis, la capitale, Amman, la capitale de Jordanie et Port Saïd en Égypte. Donc c'est un projet qui s'étend sur 4 ans. Donc l'idée est de travailler avec toutes les parties. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, il y a un aspect très important qui est le transfert du savoir. Donc, ceux sont les participants principaux du projet. Donc, le financement, ça provient du Fonds arabe. Donc, nous avons des experts dans chaque domaine qui interviennent selon leur expertise et nous avons avec nous des communes et des régions. Donc le fait d'avoir des universitaires en collaboration avec la commune, donc la liaison entre tout ce qui est académique et tout ce qui est pratique est très important et c'est une idée que j'ai depuis des années. Donc à travers l'éducation et la recherche administrative, nous devons le lier à des cas réels. Donc, c'est gagnant pour les étudiants et c'est également gagnant par les communes qui peuvent avoir de nouvelles idées. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 kits de travail. Donc, nous avons les grandes surfaces, c'est-à-dire 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, au plus. Et ensuite, avoir 15 à 20 petites interventions au sein du même quartier pour voir une différenciation. Donc, nous avons un portail, nous avons une plateforme où nous avons tous ces projets en relation avec la verdure, plein de rapports qui sont
tous en relation avec cette verdure collaborative. Donc, la verdure, c'est pas uniquement des espaces verts, mais c'est tout un concept. Dans ce côté, quand on parle de verdure, on parle de durabilité, de préservation d'énergie et plein de choses. Donc, ceci est la première partie. La deuxième et la troisième. Donc ici, nous avons le transfert de savoir et ce sont des rapports sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement. Nous avons également une plateforme MOOC qui permet aux communes, aux chercheurs de s'intégrer ou bien de se joindre à nous, de prendre des cours en ligne, en plus de formations qui sont faites par des experts dans les villes où nous participons. Donc il y a des formations en Tunisie, par exemple à Tunis. Donc ceci est un atelier de travail qui a été organisé en Tunisie en octobre dernier. Donc plusieurs étudiants, que ce soit des étudiants locaux ou internationaux. Maintenant, pouvez-vous résumer, s'il vous plaît? Donc, ceci est une réunion avec la commune, des analyses de données et de besoins. Et ensuite, on a un deuxième projet avec l'université de Berlin. Donc, plein d'ateliers. Donc, ceci est similaire au premier projet, mais le financement n'est pas aussi important. Donc, ici, c'est à Tunis, lors d'une visite avec des élèves, des experts provenant de 6 pays arabes. On se rassemble à chaque fois dans un des pays pour les ateliers. Donc ceci est le travail des étudiants. Donc ici c'est une photo à Irbid. Et je peux m'arrêter ici. Merci à tous. Donc merci Dr Hassan. Je voudrais également vous dire, dans une ville comme Rabat, j'étais très ravi de voir cette verdure et tous ces espaces verts que nous avons. Et c'est pas uniquement important d'avoir des espaces verts pour la sécurité alimentaire et pour l'énergie, mais également pour la paix. Donc, des fois, nous avons des villes qui sont très intenses, ça impacte également l'aspect moral, le bien-être des personnes. Et maintenant, on conclut avec Monsieur Raïd, Dr Raïd. Si vous pouvez nous parler de votre expérience par rapport à la participation de la société civile. Donc, bonjour. Donc, je sais que tout le monde est ennuyé et j'espère que le contenu est léger et intéressant pour tous. Tout d'abord, je me présente. Je suis de l'initiative du foncier en Jordanie. On en parle tous. Donc, avant de parler du rôle
de la société civile quand il s'agit de changer les lois et modifier les lois en relation avec le foncier. Donc, ils ont découvert en Jordanie un héritage préhistorique. Donc, on savait que lorsqu'on participe à la prise de décision, il y a une stabilité sociale et économique. Donc, le rôle des fédérations nationales est très important. Donc, c'était du pain qui a été découvert, qui a de milliers d'années. Et on est tous d'accord que lorsque nous semons les semences, on peut aider. Vous nous entendez bien? Donc, vous... Non, it was. Donc, je parlais du pain. Donc, ils ont découvert en Jordanie le pain le plus ancien au monde. Donc, ceci n'est pas à Amman, c'était dans le Sahara, à l'est de la Jordanie. Donc, on commence à imaginer comment a été la vie dans cette région. C'était vert, il y avait des céréales, et ces personnes prenaient leurs propres décisions pour l'utilisation des terres. Donc, ceci a un impact sur leur vie. Donc, la région de Horam était le panier pour Rome. Donc, on avait une sécurité alimentaire pour nous et pour d'autres personnes. Donc, tout ceci a généré une fédération nationale, c'est-à-dire que tout le monde travaillait main dans la main pour aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, on voudrait dire que que ces initiatives sont très importantes car tout le monde pouvait prendre les propres décisions. Donc en Jordanie, par exemple, nous sommes un pays, donc nous sommes le pays qui a plein de ressources. Nous avons énormément de ressources en Jordanie. Nous recevons plus de personnes en Jordanie qu'en Europe quand il s'agit des personnes qui demandent l'asile. Donc 99,4% de la Jordanie est un état sec, c'est comme le Sahara. Et j'ai eu des discussions avec des collègues ce matin. J'ai dit, en 2008, on était 5 millions. En 2014, on est devenu 9 millions. Et en 2023, 11,5 millions. Et donc, imaginez la pression sur les ressources en Jordanie, et il y a eu des utilisations non optimales quand on regarde où se trouvent les demandeurs d'asile. Donc, nous utilisons aujourd'hui des modèles qui ne sont pas optimaux. Et les lois sont un peu en Jordanie. Et je sais très bien que nous avons des lois pour l'utilisation du foncier, mais ceci a eu un impact. Donc, si je veux bâtir à Amman, on ne peut pas bâtir, et
me dit non, vous n'avez pas le droit, car c'est une terre agricole, mais je peux aller directement à la commune et avoir le permis et construire. Donc il y a une contradiction. La plupart des terres qui sont fertiles ont disparu à cause de ces lois. Donc nous avons des terres agricoles de 380 000 hectares. Nous avons des espaces qui sont plantés. Mais le plus important, ce sont les terres secs. Des gens les appellent les terres secs et d'autres personnes appellent ceci le Sahara. Donc, c'est-à-dire que c'est sec et si vous mettez de l'eau dessus, ça devient vert immédiatement. Donc, mais nous allons trouver cette eau en Jordanie. On est top 3 au monde en termes de manque d'eau. Donc ceci est un vrai défi. 68% des terres sont désertiques et 60% des terres sont surdépendantes. Donc nous avons des défis en Jordanie. Il y a des conflits pour les terres et c'est l'un des conflits principaux. Il y a des conflits pour les forêts. Et quand je parle de forêt, nous avons uniquement 1%. 1% et nous avons des conflits pour 1%. Mais nous avons également des conflits pour les terres du gouvernement. Et nous avons également des conflits pour les terres de bourg. Donc, nous avons de très belles lois en termes de foncier, mais le fait qu'il y ait trop de lois a causé cette mauvaise utilisation des terres ou bien du foncier. Donc, il n'y a pas de planification durable. Donc, nous avons les lois qui gèrent l'utilisation des terres au niveau ou bien du foncier à l'intérieur des villes et ça ne prend pas en considération l'aspect environnemental. Donc nous faisons la planification mais nous ne faisons pas attention à l'aspect environnemental ou bien l'impact environnemental sur cet endroit. Il y a également l'investissement responsable. Donc, lors de la dernière crise Corona, nous avons eu des discussions par rapport à la sécurité alimentaire. Donc, on cherche tous des solutions, mais ces solutions ne prennent pas en considération les personnes qui sont présentes sur place. Donc, ceci étant dit que ça cause. Donc, nous avons une coalition nationale. Et maintenant, je reviens au pain. Et nous avons ces coalitions qui permettent de sensibiliser les gens. En 2018, nous avons créé un comité préparatoire pour la conférence sur la terre qui a eu lieu en 2022. Nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin d'une feuille de route pour cet événement. Donc je suis très fier, nous sommes la première coalition arabe qui a 18 organisations, donc toute personne intéressée par rapport à la terre en Jordanie, au foncier en Jordanie.
Et nous avons créé cette équipe que vous pouvez voir. Et nous avons commencé. Pouvez-vous conclure? Oui, au niveau de la commission, notre objectif est d'atteindre nos objectifs. Nous avons des principes en relation avec la coalition internationale sur la Terre. Nous avons également une plateforme où nous avons rassemblé autour d'une seule table toutes les parties prenantes pour renforcer la coalition. Les objectifs sont la participation et soutenir les droits. Il y a des gens qui vous disent, si vous travaillez avec le gouvernement, vous êtes populiste. Non, nous travaillons avec le gouvernement pour ouvrir des canaux de communication et pour suivre des politiques équitables. Et nous essayons d'aider les preneurs de décisions pour prendre des décisions éduquées, et c'est ce que nous avons fait avec donc il y a quelques semaines, des changements ont été apportés. Nous faisons coordination avec les organismes internationaux et l'expertise internationale doit être dupliquée au niveau national. L'expérience avec l'ONU Habitat était très importante. Nous avons donc ces expertises, mais ça doit être dupliqué au niveau des différents projets. Donc même les données, même les informations vont aider les preneurs de décision, et c'est la société civile qui aide à prendre des décisions en fournissant des données exactes. Donc nous avons terminé le temps accordé à cette session, mais votre idée, votre opinion par rapport à la collaboration avec la société civile lors de la prise de décision est très importante. Donc on peut tous en parler. À l'ONU Habitat, nous avons une approche participative, nous avons une collaboration. Donc les citoyens sont impliqués dans toutes les prises de décision. Donc maintenant, je pense qu'on n'a plus de temps, mais on va prendre une à deux questions. Donc merci, Dr Raïd. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On peut en parler après cette session. Est-ce qu'on peut prendre une question, une seule question? Si vous pouvez nous dire cette question est adressée à qui? Oui, je suis Ahmed Ahmad de Kurdistan en Irak. Est-ce que vous pouvez utiliser l'agriculture urbaine sur les toits des maisons, des bâtiments, et également en plus mon résumé de tout ce qui a été dit est que notre problème est par rapport à la production locale pour avoir
garantir la production interne. Donc, merci. La vérité que toutes les présentations étaient à la hauteur. On aurait voulu avoir plus de dialogue. Donc, je voulais parler avec Dr. Fouad par rapport aux terres, aux différentes propriétés. Et ceci est très important de connaître les choses de base quand on parle des droits des terres. Mais pour vous, docteur, vous avez parlé d'un point important. Lorsque vous avez parlé des défis, vous avez parlé des coûts de la verdure. Donc, si on compare aux espaces que nous développons, qui peuvent pas être utilisés et qui sont pas verts. Et donc, je vais arrêter. Donc, nous avons également une question ici. Donc, merci. Merci à tous pour ces interventions. Je prends note par rapport au transfert de savoir pour la verdure des villes. Je vous avais dit que vous avez publié à travers le projet, vous avez divisé ces informations. Donc, quels ont été les choix de vos productions et pour quelle audience ou bien pour quelle clientèle? Donc, tout d'abord, par rapport aux plantations sur les toits elles-mêmes n'est pas suffisante. C'est l'une des interventions qui peuvent réduire la chaleur et améliorer améliorer un peu la sécurité alimentaire, aider, réduire les coûts des familles à la place d'acheter quelque chose, ils peuvent planter pour eux-mêmes. Donc il y a des cas qui ont réussi dans le monde arabe pour ce qui est du coup de la verdure. Donc ça peut être ça peut avoir un coût, mais c'est la maintenance qui représente un problème. Donc, dans certaines villes, ils utilisent par exemple le plastique, car ça produit plus de production sous plastique, même si ça a un impact négatif sur l'environnement. Donc, il y a un rapport, bien il y a plusieurs rapports de référentiel, c'est-à-dire le benchmarking avec des sujets spécifiques de vérification et qui peuvent s'adapter à l'exemple arabe quand il s'agit d'immobilier. Il y a un autre type de rapport, 60 projets sur les plantations en groupe, et tout ça est inclus au niveau de portail. Il y a également des études sur la région de Khelba qui en train d'être préfacé par M. Torki et qui va être publié. Donc, ça va être publié en arabe et en anglais. Merci. So, thank you to all of you. Thank you for joining us. J'ai un commentaire par rapport à une carte que j'avais. Donc, il y a eu
une erreur par rapport aux frontières. Ça n'a pas du tout été intentionné. On respecte les pays, les Nations Unies, et j'ai travaillé sur les rapports des villes arabes pour les Nations Unies, et on a vraiment fait attention aux frontières internationales lors des publications. Je suis vraiment désolé s'il y a eu une erreur. Merci pour cette clarification. Merci à tous. Et merci aux organisateurs qui nous ont donné un peu plus de temps. Et merci à tous.